Passons maintenant aux bases azotées. Donc, les bases azotées sont des composés cycliques azotés. On en a deux types. D'une part, les bases puriques, à savoir l'adénine et la guanine. Donc, pour mémoriser les bases puriques, il faut apprendre AG, base purique AG. A pour l'adénine, G pour la guanine. Concernant les bases pyrimédiques, on en a trois. La cytosine, la thymine, donc qui sont retrouvées, donc la cytosine, elle est retrouvée aussi bien dans la molécule d'ARN que d'ADN. La thymine est ne retrouvée que dans la molécule d'ADN, alors que la base uracile est contenue, elle n'est retrouvée que dans la molécule d'ARN. Concernant les bases azotées, bases puriques ou purines. Donc, je vous ai dit, pour les retenir, c'est AG, adénine, guanine. Ces deux bases se distinguent par leur chaîne latérale. À ce niveau-là, vous regardez pour l'adénine, vous voyez un groupement méthyle NH2, alors qu'au niveau de la guanine, à ce niveau-là, vous avez un atome d'oxygène. De même ici, vous avez, pour cette chaîne latérale, en tant que chaîne latérale, on a un atome d'hydrogène. Alors qu'à ce même niveau, au niveau de la guanine, on a un groupement méthyle NH2. Et de même, elle se distingue par l'existence ou non d'une double liaison entre N1 et le carbone C6. Passons maintenant aux bases azotées pyrimédiques ou les pyrimidines. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il s'agit des trois bases CTE, cytosine, thymine et uracile. Comme pour les purines, ces trois bases se distinguent les unes des autres par leur chaîne latérale, à savoir NH2 sur le carbone C4 de la cytosine, le CH3 ou le groupement méthyle sur le C5 de la thymine et l'atome d'oxygène sur le C4 de l'uracile. De même, elles se différencient par l'existence ou non d'une double liaison entre le N3 et le C4. Donc, pour la cytosine, il y a une liaison, donc une double liaison entre le N3 et le carbone C4, ce qui n'est pas le cas pour l'uracile et la thymine. Le troisième élément composant le nucléotide est le groupement phosphate. Donc, ce groupement phosphate est un triacide PO4H3 et il est lié au sucre par une de ses fonctions acides. Il est normalement lié au radical hydroxyle de l'atome de carbone qui occupe la position 5 d'un sucre à 5 carbone. Donc, ce groupement phosphate peut se présenter isolément monophosphate, par 2 diphosphates ou par 3 triphosphates, ce qui va nous donner soit un nucléotide monophosphate, un nucléotide diphosphate ou un nucléotide triphosphate. Concernant la nomenclature des bases, donc je vous demande juste de retenir la nomenclature de base. Donc, l'adénine a comme abréviation A. G, c'est pour la guanine. C, c'est pour la cytosine. Et la lettre T pour la thymine. Qu'en est-il maintenant de la fonction des nucléotides?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les nucléotides, quand ils sont liés les uns aux autres et forment un polymère qu'on appelle un acide nucléique. Mais ils peuvent être libres, non liés les uns aux autres. Quand ces nucléotides sont libres ou à l'état libre, ils ont les rôles cellulaires suivants. Donc, à titre d'exemple, les nucléotides triphosphates, l'ATP, sont importants pour le transport de l'énergie cellulaire. Ils peuvent s'associer à d'autres molécules pour former des coenzymes ou favoriser des réactions enzymatiques. Ils peuvent aussi avoir un rôle dans la transmission de signal des hormones, comme ils peuvent être de neuromédiateurs à l'intérieur de la cellule. C'est l'exemple de l'AMP cyclique. Quand ils sont liés les uns aux autres, comme je viens de le dire, donc ils forment le polymère d'un acide nucléique qui a un rôle dans le stockage le stockage de l'information génétique, ainsi que son expression. Maintenant, c'est quoi une polymérisation? Donc, la polymérisation, c'est l'enchaînement de plusieurs nucléotides constituant un acide nucléique qui stocke notre information génétique. Il faut savoir que les acides nucléiques, que ce soit la molécule d'ARN ou la molécule d'ADN, se forment par l'établissement d'une liaison covalente entre le groupement phosphate d'un nucléotide et le groupement hydroxyle du sucre d'un autre nucléotide. C'est ce qu'on appelle une liaison phosphodiester. Regardez le schéma à droite. Voilà premier nucléotide et vous voyez le groupement hydroxyle du sucre du premier nucléotide et regardez le groupement phosphate du deuxième nucléotide. En fait, ici, il y a eu établissement d'une liaison phosphodiester entre le groupement hydroxyle du sucre du premier nucléotide et le groupement phosphate du deuxième nucléotide. C'est ce qu'on appelle une liaison phosphodiester. Regardons encore ce schéma-là. Donc là, vous voyez, c'est une liaison phosphodiester 5', 3', donc entre le groupement OH du sucre d'un nucléotide et le groupement phosphate d'un autre nucléotide. Passons maintenant à la molécule concernant la structure primaire de la molécule d'ADN. Il faut savoir que la molécule d'ADN est une macromolécule. Ça veut dire une grande molécule et c'est un polymère de nucléotides, ça veut dire formé d'une succession de nucléotides liés les uns aux autres par une liaison phosphodiester entre le groupement hydroxyle d'un nucléotide et le groupement phosphate de l'autre. Le sucralose composant la molécule d'ADN est le désoxyribose et les bases azotées constituant la molécule d'ADN sont l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. J'insiste encore une fois, la base azotée uracile n'est pas présente dans la molécule.
Concernant la structure secondaire, il faut savoir que plusieurs études ont été menées pour pouvoir arriver à la découverte de la structure secondaire connue actuellement. Première étude est celle menée par l'équipe d'Erwin Chargaff et ses collègues entre 1949 et 1953. En effet, M. Chargaff a utilisé les techniques de chromatographie pour séparer les 4 bases azotées provenant d'échantillons d'ADN issus de différents organismes. Les quantités exactes des 4 bases ont été déterminées dans chacun des échantillons. Le tableau à votre droite décrit les données originales obtenues par Chargaff. Donc, les conclusions que l'on peut tirer des résultats des études de M. Chargaff sont les suivantes. La quantité des bases puriques est égale à celle des bases pyrimidines. Il y a autant d'adénine que de thymine et autant de guanine que de cytosine. De même, la somme des purines AG est égale à la somme des pyrimidines CT. En revanche, le pourcentage de CG n'est pas nécessairement égal à celui de AT. Et ce rapport entre les deux varie d'une espèce à l'autre. De la molécule d'ADN, ça veut dire la structure en double hélice de la molécule d'ADN. Cette découverte a valu pour M. Watson, Crick et Francis Crick, James Watson et Wilkin, donc le chef de Madame Rosalind Franklin, le prix Nobel de médecine ou de physiologie en 1962. Malheureusement, Madame Rosalind Franklin est décédée en 1958 suite à un cancer de l'ovaire puisqu'elle travaillait probablement parce qu'elle travaillait au rayon X. Donc, elle est décédée à l'âge de 37 ans, précipitant son travail dans l'oubli, et ce prix ne pouvait pas être décerné en post-mortem. Quelle est la localisation de la molécule d'ADN? Il faut savoir que cette localisation diffère entre prokaryotes et eucaryotes. Donc, pour les prokaryotes, vous rappelez les organismes unicellulaires qui n'ont pas de noyau et qui ont une structure interne simple. Donc, pour ces prokaryotes, vous rappelez le schéma de tout à l'heure, donc le matériel génétique est directement dans le cytoplasme. Dans ce cas-là, l'ADN, il est cytoplasmique. Alors que pour les eucaryotes, donc l'être humain, donc pour l'ADN nucléaire qui est contenu dans le noyau, bien sûr au niveau du noyau. Mais n'oubliez pas que les mammifères ont des mitochondries au niveau du cytoplasme. Et ces mêmes mitochondries contiennent de l'ADN mitochondrial. Il faut savoir que la plus grande quantité de notre matériel génétique est contenue dans l'ADN nucléaire, alors qu'on a une quantité d'ADN mitochondrial au niveau du cytoplasme. La même chose, on a les chloroplastes, donc chez les plantes. Concernant la deuxième caractéristique de la structure secondaire de la molécule d'ADN, à savoir la complémentarité entre les bases. Il faut
savoir que la base adénine s'apparie avec la thymine et que la base cytosine s'apparie avec la guanine. Regardez les schémas ci-dessous. Donc, vous voyez, l'adénine est liée à la thymine par deux liaisons faibles qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Donc, c'est des liaisons hydrogènes entre les deux bases de deux brins. Donc, la base A est au niveau d'un brin et la base T, c'est au niveau du brin complémentaire, de l'autre brin de la molécule d'ADN. De même, la base guanine se lie avec la cytosine et vice-versa, mais là avec 3 liaisons hydrogènes. D'accord? Donc, à votre avis, ce sera facile de rompre la liaison entre AT ou CG. Bien sûr, c'est plus facile de rompre 2 liaisons entre A et T que de rompre 3 liaisons entre C et G. Maintenant, concernant toujours dans la deuxième caractéristique de la structure secondaire d'une molécule d'ADN. Donc, cette complémentarité entre les bases fait que la séquence d'un brin d'ADN peut être déduite de la séquence de l'autre brin. Par exemple, si je vous donne l'exemple ci-dessous, vous avez AG, T, C, C, G, G, T, T, A, A, C, G au niveau d'un brin de la molécule d'ADN. Donc, vous êtes capable maintenant de déduire la séquence, ça veut dire la succession de bases, l'ordre de base au niveau de l'autre brin. Donc, devant A, elle se lie par complémentarité de base avec quelle base? Avec la thymine. Donc, devant A, on va mettre T. G, elle a une complémentarité de base avec quelle autre base? Avec la cytosine. Donc, on va mettre C. T, elle a une complémentarité de base avec A. C avec G, C avec G, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, si je vous donne à l'examen la séquence d'un brin, vous êtes capable de déduire la séquence de l'autre brin, justement en retenant la complémentarité de base. A avec T et C avec G et vice-versa. Maintenant, quelle est la troisième caractéristique de modèle de la double hélice de la molécule d'ADN ou la troisième caractéristique de la structure secondaire de la molécule d'ADN? C'est les deux brins de la molécule d'ADN qui sont hélicoïdaux. Donc, l'orientation entre les liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires AT et CG donne une structure en forme de double hélice droite parce que les deux brins sont hélicoïdaux et ils ont une orientation à droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut savoir que les plans de base, comme vous le voyez, il est horizontal. Donc, ce plan des bases est perpendiculaire à l'axe de l'hélice qui est vertical. Donc, toujours pour la double hélice d'ADN, la double hélice droite, il faut savoir qu'un tour d'hélice correspond à 10 paires de bases et que ce tour complet d'hélice mesure 3,4 nanomètres. Donc, ce qui fait que 10 paires de bases correspondent à 3,4 nanomètres. Si je vous pose la question suivante, un fragment d'ADN qui contient 20 paires de bases, il va mesurer combien? Il suffit d'utiliser la règle de 3. 10 paires de bases correspondent à 3,4 nanomètres. Donc, 20 paires de bases vont mesurer 6,4 nanomètres. Maintenant, si je vous dis un fragment
fragment d'ADN mesurant 34 nanomètres. Il contient combien de paires de bases? Toujours la règle de 3. 10 paires de bases correspondent à 3,4 nanomètres. Donc, 100 paires de bases vont mesurer 34 nanomètres. C'est juste la règle de 3. Et pourquoi je dis toujours 10 paires de bases en parlant de la molécule d'ADN? Parce que quand on a une base à ce niveau, par exemple A au niveau d'un brin, on a T au niveau de l'autre brin. C'est une paire de bases complémentaires. Quand on a C au niveau d'un brin, on a G au niveau de l'autre brin complémentaire. Là aussi, c'est une paire de bases. Il faut aussi retenir que le diamètre de l'hélice d'ADN, de cette double hélice d'ADN, est de l'ordre de 2 nanomètres. De même, les deux brins antiparallèles délimitent 2 sillons. Vous voyez un petit et là un grand sillon. C'est comme une échancrure. Un grand sillon à ce niveau-là, un petit sillon à ce niveau-là. Voilà le schéma en dessous. Voilà le grand sillon et là un petit sillon. Il faut savoir que pour la molécule d'ADN, il y a des variants structuraux. On a d'une part l'ADN B. C'est la forme qui a été décrite par Watson et Crick. Donc, c'est la double hélice droite. C'est la forme biologique la plus importante, la plus stable. Et c'est la forme de l'ADN in vivo. D'accord? Alors que la forme d'ADN A, c'est toujours une double hélice droite, mais c'est une forme qui est plus condensée, elle est plus compacte et elle se trouve dans les milieux qui sont pauvres en teneur en eau. D'accord? Alors que pour l'ADN Z, c'est une double hélice gauche qui a une orientation à gauche et non pas à droite comme la forme B et la forme A. Et elle a un squelette sucre-phosphate en zigzag, d'où le nom d'ADN Z. De même, il y a absence du grand sillon. Donc voilà la forme au milieu. La forme B de l'ADN, c'est la forme biologique la plus importante qu'on trouve in vivo et décrite par Watson et Crick. À gauche, vous avez la forme A qui a toujours une orientation à droite, comme la forme B. Et à droite, vous avez la forme Z, d'accord? D'accord? Qui a une orientation à gauche et qui a le sucre squelette en zigzag, d'où le nom de forme. Maintenant, qu'en est-il de la structure tertiaire de la molécule d'ADN? Il faut savoir que le génome humain haploïde mesure 3 milliards paires de bases. C'est quoi haploïde? Vous savez qu'on est des sujets diploïdes parce qu'on hérite 23 chromosomes de notre mère et 23 chromosomes de notre père. Les 23 chromosomes de notre mère, c'est ce qu'on appelle haploïde, allohaploïde. Et l'autre 23 chromosomes qu'on hérite de notre père, notre papa, c'est l'autre lot haploïde. Ce qui fait de nous, les êtres humains, des sujets diploïdes, puisqu'on a 23 chromosomes fois 2, ce qui fait 46 chromosomes. Si pour le génome humain haploïde, il contient 3 milliards de paires de bases, ça veut dire que le génome humain total diploïde, c'est 6 milliards paires de bases. Donc, ce génome haploïde, il mesure 1 mètre d'ADN. Donc, soit 2 mètres pour le génome humain diploïde. Donc, comment 2 mètres d'ADN vont tenir dans une cellule?
Dans le diamètre du noyau, je vous ai dit que la plupart de notre génome est contenu dans le noyau. Et ce noyau, il mesure que quelques microns. Comment 2 mètres vont trouver place au sein de quelques microns? C'est ce qu'on va voir. Donc, regardons. Vous vous rappelez la double hélice de l'ADN. D'accord? Donc, cette double hélice, il faut savoir que pour les êtres vivants, les humains, on a l'ADN qui est associé à des protéines histone et non-histone pour former la chromatine. C'est ça notre matériel génétique, il est formé d'ADN associé, donc matériel génétique chromosomique. C'est de l'ADN associé à des protéines histone et non-histone pour former la chromatine. Donc, ce ADN va s'enrouler autour de ces protéines histone et non-histone. Et là, ça va former comme un collier en perles. D'accord? Donc, l'ADN s'enroule autour de ces protéines. Donc, déjà, il y a une première phase d'enroulement. Et ce collier en perles va continuer à s'enrouler sur lui-même pour former la fibre chromatinienne. Et cette fibre chromatinienne va s'enrouler, se compacter, se condenser jusqu'à atteindre le maximum de condensation, de compaction au niveau du chromosome métaphasique. Donc, pour récapituler, la double hélice d'ADN va s'enrouler sur les protéines histone et non-histone pour former le collier en perles. Ce collier en perles va s'enrouler, se compacter pour former la fibre chromatinienne. Et cette fibre chromatinienne va continuer à se compacter, se condenser jusqu'à atteindre le chromosome métaphasique. C'est par le biais de cette condensation, de cette compaction, que ces 2 mètres d'ADN vont tenir à l'intérieur d'un noyau dont le diamètre ne mesure que quelques microns. Donc, j'insiste sur le fait que l'ADN est associé à des protéines histone et non-histone pour former la Passons